Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Stéphane Lenko qui va nous faire un retour d'expérience sur une gestion de crise. Bonjour Stéphane. Bonjour Johan. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Stéphane, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Eh bien, bonjour, donc, je suis Stéphane Lenko, je suis le RSSI du groupe Thales depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et ça doit faire une bonne vingtaine d'années que je fais de la cybersécurité sous des formes diverses et variées, mais beaucoup RSSI quand même, de grandes sociétés. Alors donc, en introduction, on mentionnait que tu allais faire un retour d'expérience sur une crise. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette crise ? Alors la dernière crise qu'on a eue, le déclencheur, c'est de la veille sur ce que les gens appellent le darknet, donc l'internet sombre, c'est peut-être mieux. Donc une veille sur le frontal de Logbit. Logbit 3 en l'occurrence, c'était le 31 octobre, où on voit nos collègues australiens qui terminent leur journée et qui voient apparaître thalesgroup.com sur le portail. Et donc qu'est-ce que ça signifie ? Alors instantanément, ce qui se passe, c'est que on est en tout début de journée, il est 7h30 du matin en France. Ils contactent les équipes françaises qui viennent de démarrer. Moi, j'arrive à peu près une demi-heure plus tard sur le bureau, donc on qualifie, effectivement, on n'a pas rêvé, c'est bien miroré partout. Dès qu'on a qualifié, derrière, je sors la procédure de gestion de crise que j'avais établie en arrivant littéralement chez Thales. On ouvre le cookbook et on compose la cellule de crise en démarrant en disant c'est une crise. On avait déjà fait l'expérience de Logbit 2.0 plus tôt dans l'année dernière. Donc on attaque, composition de la cellule de crise, constitution des membres, et on commence à se mettre en ordre de bataille pour regarder c'est qui Logbit, c'est quoi Logbit. Et quand vous voyez que votre nom apparaît sur ce portail, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Alors le réflexe humain, parce que Logbit est un peu trop connu malheureusement, le réflexe humain instantané c'est ok, Logbit, on est sur les plus avancés actuellement à l'époque en tout cas, sur du ransomware, donc on est sur un état d'esprit, on les a déjà vus passer en tant que Logbit 2 plus tôt dans l'année. C'était pas du ransomware. Néanmoins, mentalement, on se dit, j'ai peut-être un ransomware quelque part, et le premier réflexe, c'est de se dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois checker ? Est-ce que je suis face à un cas de ransomware ? Est-ce que c'est juste une allégation ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Ou est-ce que c'est de la revente au marché noir d'Access Broker ? Et ce que je veux dire, c'est que sur votre nom sur le portail, sur leur portail, ça signifie que en fait, ils vous ont attaqué. Ils mettent la liste de toutes leurs cibles sur leur portail. Comment ça se passe ? Alors, sur le portail de Logbit, ce qu'ils publient, c'est nous détenons des informations sur le groupe. Logbit 3 mettait une petite description sur la typologie des fichiers. Pas de volume, pas d'échantillon gratuit. Et un message sibyllin qui tournait autour de la thématique de Thales protège pas bien ses données. Si vous êtes chez eux, venez nous contacter. Et sur ce même portail, normalement, il y a le début du décompte. Donc il y a un décompte de 7 jours qui nous est donné. Et en principe, dessous, il y a 3 boutons qui sont activables habituellement, qui demandent un petit délai, qui proposent de payer pour arrêter d'avoir le décompte ou qui proposent de payer pour acheter les données. Et ces 3 boutons sont grisés. Donc on a une annonce d'un groupe malveillant qui dit j'ai des données à vous et je vais les publier dans 7 jours. Oui, mais il n'y a aucune information sur la nature, l'origine, rien du tout. Sur le claim qui était fait à l'époque, en fait, il y avait juste l'annonce de on a des documents techniques et financiers. Voilà, donc on a juste une description d'une ligne et demie qui dit voilà la typologie de documents qu'on a. On n'a pas d'indication de volume, de nombre de fichiers ou d'autres. Mais à ce moment-là, on cherche au travers de tous les centres de surveillance si personne n'aurait pas vu quelque chose aurait pas raté un incident qu'il n'aurait pas vu. Comment on fait ? Oui, alors là pour le coup, on va dérouler la procédure de cellule de crise. Déjà, on garde le sang-froid, on se pose la question de qui remplit quel rôle. Et le premier réflexe, une fois qu'on a dit ça, c'est on se retourne vers sa threat intel en disant rafraîchis-moi tout ce que tu sais sur Logbit, contexte, état des menaces. Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose avant ? Et ce qu'on déroule à ce moment-là, c'est
Logbit, on va partir sur le principe que c'est peut-être un ransomware. Donc la première chose qu'on fait, c'est on collecte les marqueurs, les indicateurs de compromission, et on lance un scan, tous équipements confondus, on vérifie tous les frontaux, on vérifie les vulnérabilités qu'ils ont l'habitude d'attaquer sur la base des TTP, donc sur la base des Tool Techniques and Procedures, pour se dire, j'ai peut-être loupé quelque chose, je fais une recherche tous azimuts de qu'est-ce que j'ai loupé, est-ce que vraiment j'ai quelque chose qui est rentré. Ça, c'est le premier réflexe. Ensuite, j'imagine que la presse s'emballe. Oui, alors c'est probablement même ça qui a dominé. C'est quelques heures après, entre le 7h30 du matin, la fin de qualification vers 8h, le lancement de la crise quelque part entre 8h et 8h30 de tête, où on appuie sur le bouton. On commence à voir les sociétés qui font de la veille, Threat Intel aussi, qui se réveillent en disant tiens, on avertit nos clients que vous avez Thales en client, en fournisseur, et ils sont sur le portail. Et ces mêmes sociétés de Threat Intel ou les journalistes spécialisés qui voient effectivement la même annonce, et là le téléphone côté communication commence à sonner. Ou le téléphone du RSSI commence à sonner avec les clients, les fournisseurs, les amis, les autres. Donc là, il faut avoir sa batterie bien chargée. Non mais par curiosité, celui qui appelle en premier, c'est plutôt un fournisseur, un client ou un journaliste spécialisé ? Alors dans ce cas-là, le premier qui a appelé, c'était plutôt un partenaire, donc quelqu'un avec qui on n'avait pas nécessairement de relation contractuelle instantanée, qui dit je pense que tu as vu, mais au cas où le bit a épinglé. Voilà, au cas où tu n'aurais pas vu, je te préviens. Et il n'y a pas eu des entités étatiques qui ont prévenu ? Alors si, ça a fait partie de ceux qui ont prévenu derrière, pas forcément les tout premiers. Et pareil, procédure de crise en cours de qualification sur quelque chose qu'on a immédiatement qualifié comme crédible globalement, parce que statistiquement, le bit a généralement des informations, effectivement, ils peuvent se tromper de source, ils peuvent se tromper de qualification, mais souvent ils ont quand même quelque chose. Donc dans les procédures, on prévient systématiquement nos administrations de tutelle dans les pays concernés. Donc on avait un peu préempté ça aussi, en disant on a vu quelque chose et on est en cours de qualification. Mais comment on fait ? Parce que le groupe, il a tellement de filiales, il est tellement dans plein d'endroits. Je veux dire, ça a coûté cher de faire cette recherche. Et c'est au bout de combien d'heures qu'on se dit, on comprend pas, on trouve rien ? Déjà, le premier réflexe, et là c'est beaucoup l'expérience qui parle, le premier réflexe c'est de se dire, si ransomware, il y a une mire quelque part. Donc si c'est pas la détection, l'antivirus, le DR, le SOC, etc. qui est tilté, il y a un utilisateur qui va appeler le helpdesk en disant mon serveur, mon PC, etc. Il y a une mire, je sais pas quoi faire. Et il n'y a rien qui remonte sur les canaux support. Donc le premier réflexe, c'est de se dire s'il n'y a rien qui tilte, c'est pas forcément qu'on a un ransomware, c'est curieux. Donc en plus, il faut jouer avec les fuseaux horaires, parce qu'un PC qui est éteint, c'est pas un PC qui se réveille avec la mire. Donc on est obligé d'attendre 24 heures entre la recherche sur le parc avec les outils de recherche et le jeu des fuseaux horaires. Au bout de 24 heures, on se dit en fait, il n'y a rien qui est remonté. Les SOC n'ont pas vu quelque chose, les vulnérabilités qu'on a, on les connaît, et on n'a pas de remontée de splash screen. Et Logbit était connu pour juste faire de l'extraction de données sans faire de chiffrement ? Alors Logbit en pratiquait, mais de façon relativement réduite. Historiquement, c'était plutôt la marque de fabrique, c'était quand même de capitaliser sur le ransomware. Et il y avait la place de marché. Oui, mais maintenant, le problème, c'est que pour un groupe comme Thales, le fait qu'il y ait juste de l'extraction de données sans chiffrement, ça restait plausible alors. Oui, ça fait partie des grandes menaces qu'en tout cas, moi historiquement, sur le secteur aérodéfense, que j'affectionne beaucoup, la grande menace redoutée, ça reste quand même l'APT, l'intrusion persistante à des fins de vol d'informations pour l'espionnage. Plus que du ransomware, le ransomware est beaucoup plus perturbant sur la continuité d'activité et ensuite sur la fuite d'informations. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous cherchez, vous ne trouvez rien ? Donc on arrive sur 24 heures où on se dit il n'y a pas de ransomware. On n'a pas trouvé de ransomware, donc on commence à positionner les éléments de langage pour répondre à tout le monde. Écoutez, il n'y a pas de ransomware qu'on ait trouvé, on continue à chercher. Il y a toujours quelque part le diable comme on le disait juste avant. Un groupe c'est grand, surtout un groupe sur plein de continents, avec plein de filiales. Être totalement catégorique, c'est avoir la certitude absolue, et la certitude absolue, c'est compliqué à avoir. Mais on est redoutablement confiant sur le fait qu'on n'a pas vu de ransomware, donc on est sur autre chose.
Et là, on change de braquet. Une fois qu'on a positionné ces éléments de langage en disant on n'a pas vu de ransomware, on continue d'investiguer, on change de braquet, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher les indicateurs de compromission, les TTP d'un attaquant, les vulnérabilités, on passe sur il faut qu'on anticipe sur ce qui a pu être pris. Il faut qu'on gagne du temps sur le créneau qu'il y a en se disant s'ils ont bien quelque chose, à côté de quoi on est passé. Et donc là, on se pose la question par rapport au darknet scrubbing, donc aux sociétés qui sont spécialisées dans aller traîner sur les forums ou sur les lieux d'échange, de se poser la question, ok, vous moissonnez plus ou moins régulièrement parce qu'il faut rester discret par rapport au groupe d'attaquants. Là, on a un claim qui nous laisse encore 6 jours. On veut être préparé, on veut pouvoir réagir de façon appropriée, prendre les mesures qui vont bien si jamais on a des informations qui sont sensibles dedans, prévenir nos clients à l'avance. Donc on rentre dans une phase de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Et ça nous déclenche plusieurs choses. On pourra revenir aussi, je pense, sur l'écosystème des sociétés qui proposent leurs services là-dessus. On rentre sur une phase de je vais déclencher plein de mini-crises sur des choses qui normalement sont le pain quotidien, autour de j'ai peut-être ça qui a fuité, comment je le gère, est-ce que c'est des informations impactantes ou pas. Et on a déclenché plein de mini-crises filles de cette grosse crise Logbit, en traitant chacun des sujets comme si c'était une crise à part entière, en se disant c'est peut-être ça et on a peut-être gagné X jours par rapport au lâcher d'informations éventuelles. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez aucune information, parce qu'il y a d'habitude, il y a des petits extraits ou des screenshots qui sont publiés, en particulier si les données sont mises à la vente. Il y a souvent le contenu, il y a un petit teaser qui est fourni, quoi. Et là, sur le portail Logbit, effectivement, il n'y a rien. Il y a juste ce descriptif de 2 lignes qui dit la typologie des informations, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas de screenshot, et il n'y a pas les boutons paye-moi pour avoir plus de temps ou paye-moi pour ne pas publier. Oui, c'est ça, parce que quelqu'un a dû recevoir une demande de rançon quand même, à un moment. Sur le portail, il n'y en a pas, et nous, on n'en a pas reçu. Sur des canaux, on n'a pas reçu de trucs qui soient crédiblement attribuables à Logbit. Il n'y a pas une adresse de contact, un tox, un télégramme, un truc comme ça? Et non, parce que le point de contact, il est affiché quand tu as le victim ID, globalement. Le victim ID, tu l'as sur ton splash ou tu le reçois par un canal parce qu'il te contacte en te disant contactez-nous avec ça. Comme on n'a pas de splash screen, qu'on n'a pas d'écran de mire qui dit votre fichier est votre ordi est cryptoloqué, pas de contact ID, pas de demande d'argent sur les boutons portail, donc pas de point de contact dessus. Donc on a un claim qui dit j'ai des informations à vous et dans 7 jours elles seront relâchées au public. Mais ce genre de situation où il n'est pas possible d'entrer en contact avec Logbit, ça s'était déjà produit avant? Alors statistiquement, ils l'ont fait effectivement, mais de façon extrêmement rare. Alors j'allais dire de toute façon par politique interne, et ça faisait partie des choses qu'on avait calées avant, on n'avait aucune intention de discuter quand bien même ils nous auraient tendu la perche sur quelque chose, on n'avait aucune intention de payer de toute façon, donc on n'aurait pas engagé la discussion, mais on n'avait ni les moyens, ni la volonté. Alors à ce moment-là, on fait quoi alors? On attend on encaisse surtout les coups de fil et les réactions, parce que autant on disait au moment du 31 octobre, le déclenchement, on a les premières heures où on commence à se caler, on commence à essayer de se rassurer en disant c'est pas un ransomware, autant on commence à encaisser l'éponge et absorbe beaucoup de médias qui rebondissent autour de Logbit égale ransomware, Thales au CAC 40, donc Thales a un ransomware. Et là on a un espèce d'effet boule de neige avec ces annonces-là qui capitalisent sur les mots-clés, sur une hypothèse assez naturel, mais en l'occurrence pas avéré, malgré les éléments qu'on diffuse, avec des gens qui vont réagir sur la base de ces infos. Et ils peuvent réagir en disant je vais aller à la source, je vais vérifier où ça en est, et prendre des mesures plus ou moins de protection en fonction de la réponse qui les satisfait ou pas. Et là-dessus, j'avoue, j'ai vraiment tout eu en termes d'interlocuteurs. J'en ai qui, globalement, sur la base des éléments, disent « Ok, j'attends les éléments prochains, je me mets en vigilance dessus. » J'en ai d'autres qui sont partis en disant « De toute façon, Logbit égale ransomware égale je me protège, je coupe tout, je verrai après. » Et sur une relation client-fournisseur, je le comprends. On a eu aussi des fournisseurs de services avec leur SLA qui, sur la base de ces infos médias, ont coupé le service de façon unilatérale pour se protéger. Ah non, mais là, ils ne respectent pas les contrats, là. Et alors oui, ça m'a beaucoup choqué sur ce cas d'espèce. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une violation du contrat, mais à la rigueur, je peux comprendre de protéger ces infrastructures. C'est des réflexes qu'on peut avoir par politique. On coupe d'abord, on réfléchit après. En l'occurrence, ce qui m'a gêné sur cette approche-là, c'est qu'ils ont coupé sans prévenir, mais après avoir coupé, ils n'étaient pas joignables. Donc on est sur une logique où en fait le service n'est plus rendu,
Et on peut ni justifier, ni demander où ça en est, ni discuter de la posture saine. Et effectivement, c'est pas directement dans le SLA tel qu'on l'intuite. Alors on a personne qui soit vraiment expert juriste autour de la table aujourd'hui, mais on reviendra dessus sur l'aspect post-incident, parce que cette relation, cette rupture, pour se protéger, pour quelque chose qui est perçu comme un mécanisme d'autoprotection, sur les SLA, ça se prépare à l'avance. Ensuite, un autre cas qu'on a eu, qui était assez intéressant, c'est des clients, en l'occurrence un client en particulier qui incarne une petite grappe, heureusement elle n'était pas énorme, qui dit « Logbit égale ransomware, vous êtes sous attaque, je l'ai vu dans la presse, j'ai eu ma CTI qui m'a informé que vous aviez une mire sur le site Tor de Logbit, donnez-moi les IOC. Je veux vérifier si je ne suis pas aussi attaqué de la même manière que vous. » Et on rentre dans une discussion qui devient un petit peu compliquée. On dit j'aimerais bien vous donner des IOC. Mais il n'y en a pas. Mais j'ai vérifié tout mon parc et j'en ai pas. Et donc on a une discussion qui est si vous n'avez pas d'IOC, c'est que vous me cachez quelque chose, parce que Logbit est bien connu pour avoir un ransomware. Bah ouais, mais Mais enfin bon, quand même, à un moment donné, il faut faire confiance, quoi. Alors, pour élaborer sur la façon dont on a réagi avec ce client en particulier, on a dit, écoutez, pas de problème, Thales vend de la cybersécurité, on a une fiche de Threat Intelligence avec des TTP, avec des IOC à jour de Logbit, on les a passés sur tout notre parc. Pour vous rassurer, on vous passe l'intégralité de cette fiche groupe d'attaquants Logbit pour vous permettre de le faire. Et donc, effectivement, on passe la totalité de cette fiche avec les IOC. Comment avoir du service gratuit ? Alors, ouais, la fiche est intéressante, il faut bien un échantillon, il faut donner envie. Mais ce qui m'a amusé quelque part rétrospectivement, c'est qu'une heure après, j'ai ce même client qui me rappelle et qui dit mais il y en a trop, je peux pas les passer sur mon parc. Donc lesquels sont pertinents? Et là, on revient dans la boucle en disant, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a aucun qui a matché sur mon parc, je les ai passés en une journée et il y en a 0 qui match. Donc ceux qui sont pertinents dans ceux-là, c'est ou tout ou aucun. Et quand je dis tout, ils disent mais c'est pas possible, je peux pas les passer. Et là, je dis oui, mais moi j'ai 83 000, 84 000 personnes dans le monde. J'ai encore plus de devices avec des PC d'engineering, des choses comme ça. Je l'ai passé sur mon parc en totalité. Donc voilà, mon degré d'assurance, c'est de vous dire tout ce que je viens de vous fournir, que vous avez du mal à passer ou que vous ne pouvez pas passer, peu importe. Moi, je l'ai fait et ça n'a pas matché. Et c'est ma meilleure compréhension de l'incident à ce moment-là. Et en dehors de peut-être quelques clients comme ça, est-ce que la presse ou vos partenaires, vos clients sont convaincus qu'effectivement, il n'y a rien? Alors, c'est très compliqué en fait, et je l'ai déjà dit, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué d'arriver à dire ce que je vous raconte est la vérité telle que je la vois. Je ne peux pas être certain de beaucoup plus parce qu'on est toujours dans la phase où on ne sait pas ce qu'il y a dans les fichiers, où on ne sait pas si par hasard on a loupé un recoin sombre, une filiale pas rattachée de 10 personnes ou un prestataire qui a des informations que Logbit attribue. Ça a été le cas avec un office notarial qui avait des documents du ministère de la Justice de tête et le claim de Logbit était sur le ministère de la Justice. Donc on ne peut pas être 100% sûr, mais dans le meilleur état qu'on a, c'est ce qu'on peut dire, c'est le mieux que je comprenne. Et ça, c'est très très compliqué d'arriver à dégonfler une baudruche en disant, voilà, Logbit est connu pour son ransomware, on a cherché en l'état, on continue de creuser, on est certain de pas grand-chose, néanmoins, en l'état de ce qu'on sait, on continue de regarder. C'est pas satisfaisant, je trouve, pour la personne qui est de l'autre côté, qui l'écoute, de ne pas avoir la certitude, de ne pas être complètement catégorique. Et être complètement catégorique à cette phase-là de la crise, c'est super compliqué. Et est-ce que vous n'essayez pas de rentrer en contact avec eux pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un bug chez vous Alors, on s'est posé la question. On s'est posé la question à plusieurs moments, mais plus sur la fin du timer. Puisque donc on avait un timer de 7 jours qui avait démarré. Faut aussi se remettre dans le contexte, c'est que 31 octobre, on était à la veille d'un week-end de pont. Et c'est pas forcément un hasard. Alors on va spéculer un petit peu, mais c'était pas forcément un hasard. C'était un moment où théoriquement il y a des gens qui potentiellement étaient en congé. Voilà. Mais à la fin du timer, en fait, à l'expiration le 7 novembre, à la fin du timer, on regarde le timer, on fait un refresh régulier sur la page, et on a un timer à 0 avec un joli message qui dit tous les fichiers sont disponibles et il n'y a pas de fichiers. Quelle chute incroyable.
Il n'y a pas de fichier. Au bout d'1 heure, il n'y a pas de fichier. Au bout de 2 heures, il n'y a pas de fichier. Donc, on regarde leurs habitudes et on voit qu'effectivement, il y a un opérateur humain sans doute quelque part ou une opératrice. Et ça arrive d'être en retard. Voilà. Le réveil, il n'a pas sonné. Ils sont occupés, je ne sais pas. Mais jusqu'à 4 heures de retard, c'est pas forcément inhabituel. Ça leur arrive même d'avoir jusqu'à une journée de retard. Donc on regarde le timer, on refresh. On pourra revenir un peu sur ces aspects-là parce que c'est typiquement des choses qu'on avait optimisées en pré-crise et je pense que ça c'est très intéressant dans l'aspect gestion de crise, de comment on se prépare à ça. Mais donc on fait les refresh. Il se passe un jour, rien. On est le 8 novembre. Le 9 novembre, il ne se passe rien. Le 9 novembre, vers la deuxième moitié de la journée, on commence à voir de la presse qui dit en fait, ça a fait flop, il n'y a rien qui est publié. Est-ce qu'il n'avait vraiment rien? On a certains qui commencent à écrire oui, effectivement, ça leur arrive de dire n'importe quoi, c'était quelque chose qui était clairement une fanfaronnade. Donc on commence à avoir un buzz qui s'inverse autour de visiblement il n'y a rien qui est sorti, donc peut-être que Thales disait vrai. Mais à l'interne, dans la cellule de crise que je pilotais, on a gardé la cellule de crise ouverte en disant voilà, il y a quand même quelque chose qui nous embête. Ils ont publié avant un week-end de pont. On a le week-end du 11 novembre qui arrive. Si j'étais malveillant, je profiterais du week-end du 11 novembre pour refaire le même coup. Donc je pense qu'on n'a pas joué au loto ce jour-là, mais effectivement, le 10 novembre, en fin de journée, vers 17h, il y a un refresh du timer. Le timer qui était à 0 et qui dit tous les fichiers sont relâchés, qui disait 7 jours jusque-là, puis 0, il repart pour 1 heure de temps, en disant dans 1 heure, on vous donne tous les fichiers. Alors là, on est suspendu à ton histoire. Qu'est-ce qui se passe 1 heure après? Alors, ce qu'il faut voir, c'est pas tellement 1 heure après. Je pense que c'est là où de notre côté, la préparation, elle a joué. C'est-à-dire que le timer sur le portail facial de Logbit, il a démarré 1 heure, il dit dans 1 heure, vous aurez les fichiers. Et au moment, à la fin du timer, l'opérateur, quand il appuie, il donne l'échantillon, le lien vers le direct download des fichiers sur Tor. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, sur le refresh, et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont dû vouloir anticiper ou je ne sais pas, en même temps qu'ils mettent un timer d'1 heure, sur les back-ends de stockage qu'on peut adresser directement pour faire de la recherche en direct, ils publient les fichiers. Donc les fichiers au moment du timer, en fait, il met une mire d'1 heure en disant dans 1 heure, tu as tes fichiers, et il y a beaucoup de monde qui ne surveille que ce front-end, et nous on faisait exprès de surveiller et le front-end et le back-end. Donc on voit le timer d'1 heure, mais surtout on voit derrière que dans le back-end, il y a des fichiers. Et beaucoup de monde ne regardait que le front-end, et ça, d'un point de vue communication, en fait, il y a beaucoup de monde qui était suspendu à se dire dans 1 heure, c'est bon, il y a des fichiers de Thales. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, ce qu'on avait préparé en termes de cellules de crise se déclenche. On avait scripté, on avait procéduré la façon de récupérer les fichiers pour savoir ce qu'il y a dedans, faire l'étude d'impact, regarder les clients. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on démarre le téléchargement orchestré, scripté, depuis les back-ends, en essayant d'éviter leur détection d'automatisation, etc. Et ça paye, parce qu'en fait, au moment du début du décompte, on prend 25 minutes pour faire de l'échantillonnage et avoir une idée de c'est quoi les fichiers qu'il y a dedans, c'est quoi le métier ou les métiers de Thales, en l'occurrence il y avait 2 métiers de Thales, qui sont impactés par les fichiers qu'il y a dedans. Ça nous donne directement la capacité d'activer les cellules de crise métier en disant il y a des fichiers à vous, on va vous faire travailler pour regarder quel est l'impact, d'où ça vient, quel client il va falloir avertir, etc. Au bout d'1 heure, on a suffisamment de fichiers pour avoir identifié l'endroit d'où ça vient. Donc on sait que ça vient d'un serveur en particulier. On l'a identifié, on sait que ces fichiers-là étaient à cet endroit-là. Et du coup, on se rue non plus seulement sur les fichiers qu'on télécharge du dark web, qu'on continue à faire et qu'on scanne pour vérifier s'il n'y a pas un cheval de Troie qui est inséré en altération de fichiers ou des choses comme ça. Donc ça aussi, ça fait partie de la procédure de cellule de crise. Mais on va sur la source, on se dit voilà tous les fichiers que potentiellement il y avait. Et on change de braquet en termes de, on fait l'étude d'impact, on regarde c'est quoi l'impact pour les clients, c'est quoi la sensibilité des fichiers. Le premier réflexe, c'est que déjà on se rassure un peu, c'est-à-dire que l'endroit où on voit la nature des fichiers, déjà on voit qu'il y a à peu près 9 gigas, 9 gigas et demi de tête, donc c'est pas forcément énorme, ça correspond à un dossier qu'on voit sur un serveur de partage de gros fichiers, et on regarde la nature des fichiers, on se dit voilà, on a une échelle à 4 barreaux chez Thales, du moins sensible au plus sensible, on est sur le 2e barreau, qui est normal pour ce serveur. On n'est pas sur un truc avec du secret d'entreprise extrêmement élevé, etc. Donc le contenu, il est logique par rapport à ce serveur-là, il est logique pour du partage. On va commencer à rentrer dans une logique de avec qui on l'a partagé, c'est quoi l'impact métier, s'il y en a un, c'est quoi les clients impactés. Et ensuite, combien de temps on met pour télécharger de façon aussi optimale qu'on puisse le faire avec les problèmes d'infrastructure de Logbit. Il paraît qu'ils ont fait un gros upgrade récemment. Pour télécharger 9 gigas, on met 10 heures pour télécharger la totalité des fichiers.
Donc c'est pas super, je veux dire, faut pas vouloir regarder une série en streaming depuis Tor. Et du coup, tu peux préciser un petit peu quelle est la nature de ce serveur qui avait été... Enfin, c'était un piratage, c'était juste un accès qui avait été laissé ouvert sans mot de passe ou... Alors, ouais, ça fait partie de la phase de recherche de comment on reconstruit la timeline de l'attaquant. Et donc, autant sur cette phase qu'on a déroulée où on disait on était un peu en attente, on a fermé toutes les pistes qu'on avait. Quand arrive le timer du 7 novembre, toutes les mini-crises que j'avais mentionnées, on les avait clôturées d'une façon ou d'une autre. Donc, on savait ce qui avait été fuité, etc. Et ce qu'il faut dire, et c'est intéressant par rapport à l'écosystème cyber, c'est que on a eu littéralement à peu près tout ce que le Gotha peut faire qui regarde le dark web en disant on a des trucs à vous, des trucs qu'on connaissait, des trucs qu'on ne connaissait pas, mais il n'y en a aucun qui avait ce qui s'est vraiment retrouvé dans la publication Logbit. Donc il n'y avait personne qui nous ait contacté en tout cas ou qu'on ait contacté qui avait la martingale et qui avait les fichiers de Logbit. Donc le serveur en question, c'est un serveur de collaboration en zone extranet, en mode sans relation avec le système interne, qui sert à échanger des fichiers avec des partenaires, des gros fichiers avec un peu de gestion documentaire, de versionning. Et donc, ce qu'on reconstitue, c'est qu'en fait, l'essentiel de ce que Logbit a récupéré provient d'un répertoire donné qui est partagé avec un partenaire industriel donné dans une zone géographique dédiée, en l'occurrence la Malaisie. Donc c'est un espace qui est partagé pour ce partenaire-là, donc il travaille à implémenter le produit de Thales à cet endroit-là. Donc c'est l'endroit où on lui échange les fichiers. En l'occurrence, c'était des fichiers d'installation et de recettes du produit. Donc c'est du document Word, de fichiers de recettes. Faut faire ça, puis il faut faire ça. Est-ce que tu as bien vérifié cocher la case, faire valider le client à la fin. Ce qu'on voit sur le serveur en analyse forensique derrière, pour regarder si le serveur il a été sujet à une vulnérabilité, etc., c'est qu'on n'a pas d'accès illégitime, au sens où on n'a pas d'utilisation de compte, de brute forcing, etc., pas d'exploitation de vulnérabilité, il n'y a rien qui ressort. Donc on a un usage d'un compte légitime qui a été fait, et en l'occurrence c'est le compte légitime associé à effectivement cet endroit-là. Donc c'est là qu'on redétricote, et on remonte en fait, bien plus tôt que le 31 octobre, on remonte sur quelque chose qu'on fait de façon routinière. Donc on vérifie en permanence tout ce qui est leak de credentials du groupe en permanence. Et donc on remonte au 26 septembre. Le 26 septembre, en fait, on a un jeu de 2 comptes de salariés de Thales qui se retrouvent dans un leak quelconque déterminé, et on applique notre procédure standard semi-automatisée, c'est-à-dire que ces 2 comptes-là, ils sont identifiés compromis, donc on les notifie en disant c'est pas bien, vous avez des comptes compromis, on fait des resets de mots de passe, et donc ça passe complètement inaperçu. Ce qu'on ne voit pas de ce 26 septembre, c'est qu'en fait, le lot d'informations qui circulait sur le dark web, il avait 2 comptes de Thales, mais il avait le compte du partenaire industriel qui permettait d'accéder à ce serveur-là. Donc les credentials de l'utilisateur légitime pour accéder à ça, ils avaient bien fuité sur le dark web. Mais ce n'est pas quelque chose que nous on surveille, puisqu'il est enregistré avec un login qui correspond à quelque chose qui est en dehors du groupe. Et donc on ne peut pas monitorer tout Internet. Je ne peux pas monitorer tout Gmail ou Outlook.com. Et donc on continue à retracer en disant mais ces échanges-là, quand est-ce qu'on les voit pour la première fois sur le dark web? Et donc on regarde dans notre scrubbing et on voit qu'en fait ce qui s'est passé, ça permet de reconstituer la ligne de temps en fait, avec le forensic qui arrive derrière, etc., qui permet de reconstituer qu'est-ce qui s'est passé vraiment. On voit que donc vers mi-août, il y a un lot de 3 comptes, avec nos 2 comptes de Thalésien, plus le compte de ce partenaire industriel, qui circule à la vente sur le dark web. Et on ne sait pas par où c'est acheté, etc., mais on les voit exploiter le 26 septembre. Et c'est là que nous, on révoque les 2 Thalésiens. Ce même 26 septembre, en fait, on voit que qui que ce soit qui a acheté ces 3 comptes essaye les 3 comptes sur ce serveur de partage de fichiers. Et il fait chou blanc sur les 2 comptes Thales. Il y a un reject, les credentials sont plus valides. Par contre, le compte du partenaire, il marche. Et donc, on voit que l'attaquant, du 26 septembre au 30 septembre, essaye de regarder tout ce à quoi il peut avoir accès. Donc, il passe 4 jours à regarder en disant « mais qu'est-ce que je peux faire avec ces credentials? Quels sont les fichiers que j'ai à dispo ?» Juste pour ma gouverne, c'est du login mot de passe ou c'est du cookie qui est volé? Alors, en l'occurrence, sur ce serveur-là, et ça aussi c'est intéressant d'un point de vue logique du système d'information, c'est encore du login mot de passe. Je dis encore parce que le serveur, en l'occurrence, il était prévu en renouvellement pour 6 mois plus tard, avec du MFA State of the Art, avec du Contextual Access, etc. Donc,
Pour des raisons de commodité, on a des partenaires qu'on n'a pas forcément, donc c'est pratique, le login mot de passe, quand il avait été établi ce serveur. Et d'un point de vue logique d'investissement, on se dit, dans 6 mois, de toute façon, on passe sur du MFA State of the Art, avec un produit maison en plus, donc il n'y a pas de vrai souci. Et puis on fait du monitoring de credentials, donc il n'y a pas trop de soucis. Et ce qui passe au travers, c'est effectivement ces credentials qui deviennent visibles sur Internet. On pourra discuter, je pense, ensemble de c'est quoi les choses à la mode pour voler des logins mots de passe à l'heure actuelle. Mais donc, on utilise cette faille-là qui est, c'est juste du login mot de passe sur un serveur avec un partenaire. Ça suppose quand même que vous aviez accès à tous les logs pour remonter dans la timeline aussi loin et de manière aussi précise. Il y a quand même une collecte assez impressionnante. Oui, alors on applique les canons et nos autorisations déclarées sur tous les systèmes, donc on est capable de remonter 6 mois, 1 an, suivant les systèmes en fonction de ce qu'il y a. Plus de l'analyse forensique pour essayer de regarder les choses qu'on n'a pas vues, qui ne remontent pas forcément dans les logs, parce que le log c'est coûteux. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 4 jours, je ne suis pas dans la peau de l'attaquant, mais il passe 4 jours à regarder, à grenouiller. Mais en fait, et ça je trouve que c'est bien dans la culture, en particulier des entreprises de défense, c'est que les droits d'accès, ils sont mis au juste besoin en fait. Donc le partenaire industriel, il avait accès que à son dossier parce que c'est la seule chose qu'il avait à voir. Et donc je pense qu'au bout de 4 jours, de guerre lasse, à pas avoir regardé les choses, alors il n'exploite pas de vulnérabilité, il n'essaye pas de faire grand-chose à côté. Mais au bout de sa recherche, il se dit, il n'y a que ça. Donc téléchargez tout et on circule. Et effectivement, le 30 septembre, pareil dans les logs, on voit le téléchargement de tout ce qui est disponible à cet endroit-là, au travers d'un hébergeur peu regardant sur ses financements en Allemagne. On le voit sortir ce dossier qui, encore une fois, est légitime de notre point de vue. Et ensuite, ça dort jusqu'au 31 octobre. Donc, de mon point de vue, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que ces informations, elles ont été mises à la vente sur le dark web en attendant un acheteur, et ça a été racheté par quelqu'un, voire par Logbit, et agrégé, parce que ça c'est l'essentiel des informations que je décris, mais agrégé avec un deuxième truc qui est plus petit et qui lui avait visiblement été volé par opportunité au moment du Covid, 2 ans avant en gros. Et c'est un tout petit fichier, mais il y a le mot Thales dedans. Donc à la fin, on retrouve ça agrégé par qui que ce soit qui l'ait racheté de l'autre côté pour faire un peu plus gros et dire c'est des fichiers de Thales. Mais on voit clairement 2 sources. Et il y en a une sur lesquelles on avait tous les logs et l'autre sur lesquelles on monte à 2 ans. Et pour rebondir sur ce que disait Nico, là on est trop loin pour le coup d'un point de vue log. Là on peut juste dérisquer, se dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ça vient pas de là, etc. Et se dire c'est ça l'hypothèse la plus probable. Et ça aussi d'un point de vue média c'est intéressant, ou d'un point de vue client. On a des gens qui nous ont reproché de ne pas conclure et de ne pas dire plus rapidement. Ok, c'est bon, ça a été volé il y a 2 ans parce que c'était le Covid, parce que les gens sont partis en lockdown de façon précipitée, en embarquant tout ce qu'ils pouvaient sous les bras. Et en fait, on a gardé une posture qui était un peu précautionneuse, mais qui dit, ça je le sais, je l'ai prouvé, j'ai les éléments, je sais le verser à un dossier quand je dépose une plainte. Ça, je l'ai fait par élimination, c'est ma meilleure hypothèse, mais je ne suis pas capable de le démontrer de façon ferme. Et ça nous a été reproché par des clients, par des partenaires, de dire mais vous auriez dû le dire de façon plus affirmative. Non mais ça me fait marrer là. Non mais les gens, eux-mêmes, il faut qu'ils balayent devant leur porte, quoi. Je veux dire, c'est assez surréaliste. Mais au final, c'est un super entraînement grandeur nature, en fait. Hein. C'est le meilleur des exercices, non, pour se préparer à la future vraie crise potentielle. C'était surtout une crise effectivement pas trop technique en fait. Il y a eu un peu de forensique, un peu de remontée dans les logs, mais c'était surtout une crise de gestion média, gestion relations clients, avec des clients qui ont été formidables. J'ai cité un peu les extraits, mais on a des clients qui nous appellent, qui disent qu'est-ce qui se passe. On cherche, c'est pas un ransomware, et on vous rappelle si jamais c'est vos données. Et on a envoyé des messages en disant vos données ne sont pas concernées au maximum de clients, et ça s'est super bien passé. Faut voir ça aussi. Donc l'instruction de gestion de crise, elle dit qu'il faut faire un exercice de crise par an. Voilà, il est fait. Alors tu disais notamment que vous aviez anticipé un certain nombre de choses, comme par exemple le fait d'automatiser le téléchargement et le post-traitement. Je pense que ça peut être intéressant pour des RSSI qui nous écoutent. En dehors d'automatiser le téléchargement et peut-être d'essayer de déterminer s'il n'y a pas des payloads dans ce qui a été récupéré, qu'est-ce qu'il est intéressant de réaliser ? Alors, on avait pensé à plein de choses, si j'ose dire, mais 3 choses qui étaient structurelles. Les serveurs de Logbit, derrière Tor, les performances sont pas géniales. Il y a une espèce d'attrait malsain sur ces fichiers, donc il y a plein de monde qui veut les télécharger.
dans l'organisation, en fait, on dit non, mais on s'organise pour les télécharger de façon répartie, on minimise la bande passante qui est occupée, donc il n'y a que les personnes dédiées qui font ça. Elles vont les screener, elles vont s'assurer qu'elles sont safe et on va vous faire une copie référence pour plus tard. Ça, c'est très important d'un point de vue organisation. Se dispatcher qui les télécharge, pourquoi et que ce ne soit pas les autres. Il y a des questions aussi juridiques de est-ce que c'est bien tous vos fichiers, est-ce que c'est pas les fichiers d'à côté. Donc ça, c'est intéressant de bien le planifier à l'avance et de bien le scripter. Maintenant, il n'y a aucun combat, même planifié, qui ne survit au contact de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on a eu beau scripter, tester, etc. Le script, le jour J, aux surprises, il ne marche pas comme il faut. Logbit a changé son infra, il y a un miroir de plus, il y a un miroir de moins, il y en a un qui bagote et qui va moins vite que les autres. Donc ça aussi, ça s'anticipe et la coordination, le canal de com, surtout, on était en équipe distribuée, hein, les gens ils avaient le droit de se reposer aussi, on a travaillé non-stop pendant presque 15 jours sur ce sujet-là, donc il a fallu organiser des rotations. Il faut se synchroniser, il faut avoir des moyens safe à côté du système d'information si on présuppose qu'il est compromis, et ça aussi c'est quelque chose qui s'organise. On a une structure, on a du chat interne temps réel, on a de l'audio vidéo à côté du système d'information exprès pour cette gestion de crise, en présupposant que l'attaquant potentiellement est dans la place, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'autres éléments comme ça que vous aviez anticipés? La surveillance typiquement du frontal et des back-ends du groupe Logbit, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Donc on a eu la chance, si j'ose dire, d'avoir eu un autre événement Logbit quasiment de même nature, un peu plus intéressant pour revenir sur ce que disait Nico, avec un peu plus d'intelligence que voler des credentials auparavant. Mais ça s'anticipe aussi. Ce monitoring-là, le scripting, le fait qui me fait dire le 10 novembre, il relance le truc à 17h, etc. C'est parce qu'on a un script qui faisait du monitoring et qui nous a averti 10 secondes après, parce qu'il y avait un miroir qui avait popé en monitoring en continu. Et tout ça, c'est du temps gagné en fait. L'optimisation, elle est vraiment, ce qui était intéressant, je pense. J'illustrais l'heure haletante qu'on a eue avec le timer qui démarre d'1 heure. On a gagné 1 heure par rapport à la plupart des gens parce qu'on surveillait le dorsal et on a gagné au bout de l'heure. En fait, on savait déjà dire, on avait des questions qui sont tombées, on savait déjà dire, on a identifié, c'est le business. C'est pas des informations de sensibilité élevée. On est déjà en train de faire les analyses d'impact et de prévenir les quelques clients concernés parce qu'à la fin, en fait, il y a eu moins d'une poignée de clients concernés par cette chute. Et qu'est-ce qui est à la mode alors pour voler des logins mots de passe actuellement? Alors sur le cas qu'on a vu, l'hypothèse qu'on pense probable en dehors de l'info stealer, du credential stealer sur le PC, c'est l'usage abusif de la synchro de mot de passe. Donc sans faire de fappening, avec aller pirater son compte iCloud, la synchro de mot de passe dans le browser, c'est tellement confortable, c'est mis par plein de monde, mais ça synchronise avec tous les devices où on vient mettre son compte. Et il peut y avoir un device qui est plus ou moins exposé, plus ou moins, etc. Et donc on pense que c'est l'hypothèse qu'on a. Le partenaire industriel qu'on avait, quand on a identifié que c'était le compte du partenaire, on a fait un cyberdiagnostic chez lui. Donc on a une offre de cyberdiagnostic. On a envoyé gratuitement nos équipes sur place en disant voilà, on va venir vous aider pour voir si votre système d'information a été compromis, retracer ça, vous faire des conseils pour que ça se reproduise pas facilement. Et on a levé le fait que son système d'information n'était pas compromis. Par contre, il y avait de la synchro de mot de passe avec d'autres trucs. Et là, aller regarder tous les endroits où le truc a été synchronisé, c'est compliqué. Alors, on sait que c'est pas chez nous, parce que typiquement, les tendances du moment, comme tu le disais, Johan, en fait, ça, on l'avait anticipé. Et en fait, dès janvier, on avait déjà banni la synchro mot de passe dans nos navigateurs. On avait poussé un key vault à côté pour tous les utilisateurs pour découpler, pour éviter le problème de la synchro. C'est moins user-friendly, c'est sûr, mais ça évite de se poser la question de avec quoi j'ai synchronisé mon coffre-fort à mot de passe pour éviter le mot de passe pro qui est stocké sur le vault perso pour faire du LastPass, quoi. Et la crise, quand est-ce qu'elle s'arrête? On est toujours dans la pré-crise en fait, donc il faut savoir désengager la crise. La crise, je dis souvent, la crise c'est un moment normal de l'entreprise, c'est juste une façon de mobiliser les ressources dans un objectif bien précis. Et là-dessus, la crise à l'interne du groupe Thales, elle a été super agréable. Donc on avait ouvert une page sur l'intranet pour informer les salariés en temps réel de tout ce qu'on avait, donc les messages officiels, etc. On a vraiment eu une vague de soutien. Mais ensuite, derrière, il faut faire le service après-vente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est content d'avoir bouclé la totalité des infos, d'avoir informé les clients, d'avoir fait le diagnostic après, d'avoir fait tout un tas de choses,
faut voir qu'est-ce qu'on a à fermer, de faire le retour d'expérience de la crise, qu'est-ce qui a très bien marché, qu'est-ce qui a pas si bien marché que ça. On n'est pas parfait, donc on a fait une grosse séance de rétex où on s'est donné des tapes dans le dos. Ça arrive pas souvent, mais à côté, on s'est dit, ça, quand même, le coup d'après, il faudrait que. Là, Stéphane, il n'a pas dormi pendant 48 heures. Ça serait bien quand même qu'il dorme de temps en temps. Donc, on s'est fait cette autocritique, mais ensuite, derrière, cet aspect de rendre, entre guillemets, l'information, et ce qu'on fait là, par exemple, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important pour la communauté au sens large, parce qu'on a tous à apprendre de son incident et de l'incident du voisin. Donc, cette restitution-là, on la doit pour la transparence, se dire les choses qui ont marché, les points forts. Je disais la culture de la défense, du juste besoin du partage des trucs, peut-être que le serveur qui a que 6 mois à vivre, on aurait dû investir plus. C'est des choses qu'il faut se dire, qu'il faut partager, et puis ça fait progresser la communauté dans son ensemble. Et là, typiquement, on a un rétex vers les salariés qui nous ont vraiment soutenus dessus pour leur expliquer tout ce qu'on vient de se raconter en vision de l'intérieur et pour les remercier franchement de ce soutien-là. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, il n'y a pas de mal aussi à faire progresser la communauté. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter un mot de la fin. Franchement, merci à tous ceux qui ont soutenu à l'interne. Effectivement, c'est un vrai bon mot de la fin. Ma doléance, mon vœu pieux pour après, on n'est pas au moment de Noël à se souhaiter les choses, mais si je devais améliorer d'un coup de baguette magique, j'aimerais bien qu'on arrête de courir après la pépite sacrée de l'indicateur de compromission dès qu'il se passe quelque chose. Quand on n'en a pas, on n'en a pas. Et qu'il y ait un peu plus de vrai parler autour de ce genre d'incident et qu'on accorde de la foi à la parole de j'en sais pas plus, mais je vous dirai, ou il se passe des choses, mais laissez-moi travailler. Merci Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.